Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et paysans suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable. Aujourd'hui, on s'intéresse aux courants vagabonds, ces courants électriques de faible intensité parasite qui circulent dans les sols et qui peuvent perturber les animaux sur les exploitations. Ce sera le sujet de notre dossier du mois. Ensuite, dans le chiffre déchiffré, on s'intéresse au cas des abeilles. Et puis, on enchaînera avec un focus sur le beurre en Suisse romande. Ce sera notre rubrique de la fourchette à la fourche. Et on terminera avec notre rubrique sur les labels. Voilà, vous savez tout pour notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, Laurent Balziger. Vous êtes député PS au Grand Conseil vaudois et membre du conseil de la fondation ENI, une fondation qui a pour but de rechercher des solutions face aux courants vagabonds. Merci d'être là. Bonjour, merci. Avec vous aujourd'hui, Matthias Salzmann, président de l'association suisse pour le contrôle des installations électriques, section romande. Bonjour. Bonjour. Et puis, last but not least, comme on dit, Gilliane Lebas, agroéconomiste junior chez Prométer. Bonjour Gilliane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on parle de ces fameux courants vagabonds, un terme que de nombreuses personnes, à mon avis, n'ont jamais entendu. Et pour autant, on en parle de plus en plus. Il y a notamment des articles qui sont sortis dans la presse dernièrement. En quelques mots, de quoi est-ce qu'il s'agit, Gilliane ? Un courant vagabond, on appelle aussi des fois courant parasite, on peut comparer ça à une fuite d'eau. En fait, c'est un petit courant électrique qui va sortir de son conduit habituel. Alors, pourquoi est-ce que cette problématique en particulier concerne les bâtiments agricoles, Mathias ? Alors, dans les exploitations agricoles, il y a notamment les vaches qui ont leur sabot directement dans l'humidité. Les animaux sont beaucoup plus sensibles au courant électrique. Et c'est pour ça qu'effectivement, cette sensibilité peut engendrer quelques problématiques ici et là. Problématique dont on va parler un peu plus Exactement. en détail pour voir exactement ce que ça provoque. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a d'exploitations qui pourraient être concernées ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet ? Gilliane, Mathias ? Oui, alors en 2024, il y a une étude qui est plutôt un point de situation qui a été effectuée par la HAFL, donc la Haute École des Sciences Agronomiques. Dans ce sondage, on a eu à peu près 1430 participants et sur ces 1430 participants, 37% ont répondu avoir déjà fait face à des problèmes de courant vagabond, ce qui correspond plus ou moins à 520 exploitations. Laurent, on a l'impression que c'est quand même une problématique qui prend de l'ampleur. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une vision un peu biaisée parce que simplement certains en parlent plus ? Non, c'est le cas parce qu'on est dans une société qui s'électrifie de plus en plus. Et nos fermes, nos exploitations agricoles n'y coupent pas. On sait que c'est de plus en plus mécanisé et mécanisé de manière électrique. Donc il y a de plus en plus de consommateurs d'électricité dans nos fermes, de plus en plus de puissance. Et il y a aussi les énergies renouvelables avec les panneaux photovoltaïques qui se développent également. Donc oui, c'est une réalité, je dirais, qui devient encore plus factuelle, plus palpable. Alors d'où ma question suivante, est-ce que ça pourrait prendre de l'ampleur ? Alors oui, ça prend de l'ampleur parce que ça se développe, mais on a tous les outils pour les maîtriser. Donc comme ça a été dit, c'est comme si c'était des fuites, à quelque part des dysfonctionnements qu'on peut identifier. C'est le but aussi des interpellations qu'on a déposées avec mon collègue Bardet au Grand Conseil vaudois, c'est de sensibiliser à cette problématique et de prendre les mesures pour éviter finalement ces cas problématiques pour la souffrance animale et la souffrance des exploitants qui sont derrière. Alors comment est-ce qu'on a compris justement qu'il y avait une problématique par rapport à ça et qu'on ne s'est pas dit c'est simplement un mauvais terrain, en guillemets ? Alors on peut quand même mesurer, et certainement que M. Salzmann nous expliquera un peu les outils qui sont à disposition. Donc on peut mesurer ces fuites, ces courants vagabonds qui échappent. Il y a aussi des normes spécifiques. Alors on aimerait bien qu'elles soient renforcées parce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte selon nous, les spécificités évoquées tout à l'heure des grands mammifères comme les vaches,
qui finalement ont un écartement de pattes plus grand que le nôtre et donc ont une sensibilité plus grande. Donc je crois que c'est important de mieux prendre en compte ces éléments, c'est important de continuer la recherche. C'est ce que soutient aussi la fondation ENI qui a été lancée par Jean-Robert ENI pour mieux cerner ces problématiques, aider finalement les agriculteurs, mais aussi les personnes qui collaborent finalement, les installateurs électriciens et les contrôleurs. Alors justement, allons voir maintenant sur le terrain plus concrètement quelles sont ces problématiques engendrées par les courants vagabonds sur les exploitations et quelles en sont les conséquences concrètes sur les animaux, notamment les vaches laitières. Eh bien, on va voir comment y remédier grâce à nos paroles d'experts. Alors un courant vagabond, en fait, c'est un courant électrique qui est involontaire et qui va s'échapper du circuit électrique habituel et qui va transiter dans des éléments métalliques d'un bâtiment, par exemple, ou à travers le sol. Tout d'abord, ça peut être des causes qui sont internes à l'exploitation, par exemple des défauts dans le système électrique global de l'exploitation, des défauts d'isolement, par exemple, de la corrosion, des mises à terre qui sont défectueuses, ça c'est souvent un cas qui est rencontré. Et puis il peut y avoir aussi des causes externes à l'exploitation qui peuvent générer ces courants, donc par exemple des lignes à haute tension, un transformateur électrique à proximité ou des voies de chemin de fer par exemple. Ces éléments-là, ils vont générer de toute façon des champs électromagnétiques, ça c'est classique, mais par induction, ça peut causer des courants qui vont aller dans les parties métalliques du bâtiment par exemple et générer des courants vagabonds. Alors, il va déjà y avoir des effets sur le comportement des animaux. Ça peut être des signaux qui peuvent alerter les éleveurs. Donc, on va avoir des animaux un peu stressés, agités, qui vont peut-être refuser d'entrer en salle de traite ou ne pas vouloir se coucher dans certaines parties du bâtiment. On peut avoir des animaux qui présentent des mammites, un nombre de cellules dans le lait qui va augmenter très rapidement, par exemple. Ça, c'est des signaux qui peuvent alerter. Dans certains cas plus graves, on peut avoir des avortements ou même la mort de certains animaux. Un exploitant qui serait touché peut faire appel à une liste d'électriciens qui ont été spécifiquement formés au courant vagabond. Et l'électricien va être équipé, il va avoir du matériel spécifique parce qu'on est sur des valeurs, des ampérages, des tensions qui sont très faibles et les appareils de mesure classiques, on va dire, pour les contrôles électriques classiques, ne permettent pas de détecter les courants vagabonds. Quand on arrive donc dans une exploitation agricole, sur demande de l'exploitant, bien sûr, la première chose que je contrôle avec un appareil OIBT, c'est un appareil qui permet donc de savoir si on assure le déclenchement à l'endroit précis où on fait la mesure. Je vois que j'ai 408 autres 3 ampères de courant de court-circuit, ce qui est excellent. Et je vois que j'ai que 0,2 milliohms de résistance de passage à la terre, ce qui est excellent aussi. Et là, je sais que j'assurerai le déclenchement, en tous les cas, à l'endroit où je suis. Deuxième contrôle important, contrôle des mises à terre avec 2 appareils. Je mets en premier un appareil qui va me mesurer et la résistance de terre et le courant qui descend. Et les milliampères, il y en a beaucoup trop. Les vaches ne supporteront pas. Et là aussi, il y en a beaucoup trop. Il faudra remédier. Il y a environ 20 milliampères. Ça ne va pas du tout. Une vache ne va pas supporter plus d'1 milliampère. La salle de traite, c'est la partie la plus sensible qu'on puisse trouver dans une exploitation agricole, du fait qu'on a une grande quantité de parties métalliques. Ces parties métalliques sont raccordées en partie à la terre. Il est important de pouvoir vérifier toute cette composante éventuelle de passage de courant vagabond. Pour limiter les tensions de contact, nous avons mis en place un système d'équipotentialité, comme ici en inox, des bords en inox qui permettent d'avoir une très bonne résistance mécanique, des liaisons équipotentielles aussi en fil de 16 mm de cuivre et reprise bien sûr sur le radier de la salle de traite.
Dans le canton de Vaud, on a une chance, c'est que depuis cette année, la direction de l'énergie a mis en place un soutien financier pour faire ces diagnostics courants vagabonds. Donc un éleveur qui pense être touché par cette problématique peut demander cette subvention. Et puis, voilà, si on identifie des problèmes, le soutien financier permet aussi à l'électricien de revenir, parce que parfois, ces courants vagabonds, ils ne vont pas être observés en continu. Ça peut dépendre de la météo, ça peut dépendre de... Ils peuvent intervenir au moment de la traite. Si on a des panneaux photovoltaïques, ça peut être quand l'installation photovoltaïque tourne à plein régime, par exemple. Donc c'est difficilement perceptible. Il faut parfois faire des mesures sur plusieurs jours et puis à différentes périodes de la journée. Ça a pris du temps à réaliser tous ces processus, mais c'est une multitude de couches qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ce bien-être au niveau animal dans une exploitation agricole, sans oublier qu'il est fortement conseillé de pouvoir réaliser une expertise géobiologique avant la construction de bâtiments. Mathias, on a vu dans le reportage des mesures très très spécifiques pour détecter ces courants. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en Suisse des protocoles qu'on pourrait appeler standardisés avec des appareils, des méthodes de contrôle adaptées à cette problématique particulière? Alors, la SCE, la section romande particulièrement, a mis en place un protocole donc quand on intervient chez le client, chez le propriétaire, pour mettre un cadre. Voilà. Ce n'est pas un protocole aujourd'hui qui est standardisé, et puis c'est quelque chose qui pourra peut-être aussi encore un peu évoluer en fonction en fait, de nos expériences et nos retours sur les spécialistes qui vont dans les exploitations agricoles. Alors, on voyait aussi dans le reportage un appareil, on appelle ça des appareils OIBT. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, les appareils OIBT, c'est tout simplement pour vérifier si l'installation électrique est dans les normes. On a entendu parler de fuite électrique. Donc, typiquement, c'est pour vérifier ce genre d'installation qui permet simplement, à un moment donné, de certifier l'installation électrique. Si on parle maintenant de prévention, est-ce que les normes électriques actuelles et la formation des contrôleuses et contrôleurs suffisent aujourd'hui pour détecter et limiter efficacement ces courants vagabonds? Alors aujourd'hui, je voudrais dire non, parce que la norme a quelques restrictions effectivement sur la sécurité animale, mais je dirais ne va pas aussi loin, je dirais, dans ces courants vagabonds et dans cette problématique de courants vagabonds concernant les exploitations, et dans les... On a entendu aussi que le canton de Vaud avait mis en place une subvention pour les exploitations concernées par cette problématique. Est-ce que c'est la même chose dans les autres cantons, Kylian ? Malheureusement, pas encore. On a eu beaucoup de chance dans le canton de Vaud. On a eu une forte impulsion qui est venue des agriculteurs, mais aussi de la politique et puis de la profession, qui nous a permis de mettre en place cette subvention. Maintenant, notre travail, c'est justement d'aller rencontrer les autres cantons, notamment les cantons romands d'abord, pour leur parler de ce qui a été mis en place et puis espérer que l'impulsion prenne aussi de leur côté. Est-ce qu'il existe d'autres initiatives visant à trouver des solutions sur cette thématique et à soutenir le monde agricole, Laurent ? Alors oui, il y a notamment la fondation Jean-Robert Régny. Ouais, vous en avez parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure, qui vise justement à faciliter la recherche, à trouver des fonds et inciter les universités à faire davantage de recherche. Et on imagine que si cette fondation a été créée, c'est qu'il y avait de réels besoins. Il y a des réels besoins, parce qu'on voit qu'il y a un petit peu un vide. Il y a le renforcement des normes dont on a parlé, donc là, de faire du lobbying politique, on est très reconnaissant de ce que l'ASCE fait en Suisse romande, justement, d'encourager les gens à se former et d'informer les agriculteurs aussi. Et là aussi, on est très reconnaissant de ce que Prométer et le canton mettent en place. Mais oui, il reste beaucoup à faire pour déjà éviter en amont que ce genre de situation se passe et lorsqu'elle se passe, de pouvoir les gérer et les traiter le plus rapidement possible. Alors, je vous propose maintenant de découvrir le témoignage d'un agriculteur vaudois à la tête d'une exploitation laitière. Vous allez voir qu'il a fallu de nombreuses étapes avant de trouver quelle était la source des problèmes qui perturbaient ses vaches et lui-même d'ailleurs. Un parcours long et sinueux qui peut s'avérer très compliqué à gérer. Regardez.
Bonjour, bienvenue à Popigny. J'ai une exploitation agricole de 40 hectares, 50 vaches laitières. Jusqu'en 2021, j'avais l'exploitation au centre du village à Popigny. Et j'ai construit en juin 2021 une nouvelle ferme en stabulation libre en dehors du village. En fait, les courants vagabonds, j'en avais entendu parler sur d'autres exploitations qui étaient concernées par ce problème. Moi, je n'ai jamais eu de soucis à l'époque de mon ancien bâtiment et dans la traite mobile que je traitais avant. C'est depuis que je suis arrivé le 30 juin 2021, au bout d'une semaine à 10 jours, qu'on a commencé à avoir un comportement des animaux qui était totalement différent d'avant. Elles étaient très réticentes à rentrer en salle de traite, elles buzzaient énormément en salle de traite, beaucoup plus nerveuses. Elles ne donnaient pas leur lait, ou bien une fois sur deux, tout dépendait des jours. Et suite à ça, quelques mois après, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui se sont donnés dans les jambes. J'avais d'énormes douleurs dans les jambes et on n'arrivait pas à savoir d'où venait le problème. Le responsable de l'alimentation de mon troupeau laitier qui m'a donné une adresse d'une personne qui était sur Fribourg. J'ai pris contact avec lui, qui est venu en août 2021 pour contrôler les mises à terre qu'on avait fait au niveau du bâtiment. Entre la mise à terre et les châssis métalliques avec de la peinture, et il semblerait que ça aurait pu occasionner une mauvaise mise à terre des appareils métalliques. Donc on a fait le nécessaire, ça n'a pas changé le problème. Les vaches étaient toujours autant stressées, elles ne donnaient toujours pas leur lait, elles ne rentraient toujours pas en salle de traite. Après, suite à ça, j'ai pris contact avec une personne du Jura. Il a découvert qu'il y avait une faille souterraine qui passait sous ma salle de traite. Donc, il m'a proposé de mettre une pièce de bois en dessus de la salle de traite, à un endroit bien précis, qui normalement devrait atténuer les courants magnétiques qui étaient dans la salle de traite. Mais la situation n'était quand même pas encore bonne pour les vaches. Pour moi non plus, mes problèmes de jambes étaient toujours présents. J'ai regardé avec la remontée d'énergie pour faire des mesures sur l'introduction du courant dans mon nouveau bâtiment, de voir si le courant était bon ou pas, s'il n'y avait pas des courants vagabonds qui venaient depuis le transformateur électrique. Suite à ces mesures, il s'avérait que la remontée d'énergie, le courant était en ordre. On a mis un groupe électrogène pendant 3 jours en place sur le bâtiment. On m'a coupé complètement du courant du réseau. Le problème n'a pas changé non plus, ça n'allait toujours pas. Donc, suite à ça, on a regardé encore plus loin. J'ai eu un contact avec M. Johan Corminboeuf, qui m'a mis en contact avec M. Alain Sigon, qui est venu sur place en 2023. Suite à ça, il a fait une étude complète au niveau du bâtiment, au niveau électrique, vu qu'il était contrôleur électricien. On a refait des mises à terre pour la salle de traite, pour l'équipotentialité qui n'était pas bonne. Suite à ça, on a fait un contrôle géobiologique sur toute l'exploitation. Et là, on a retrouvé une veine d'eau aussi qui passait sous la salle de traite. On a mis un caillou à un endroit bien précis au bord de la route qui était situé à côté de la salle de traite. Suite à ça, entre 25 et 30 jours après, la situation des vaches s'est quand même nettement améliorée. Et mes problèmes de jambes ont disparu 3 jours après la pose du caillou. Depuis ce jour-là, le problème n'est pas résolu encore, à mon avis, à 100%. Il y a quand même toujours une dizaine de vaches qui sont réticentes à rentrer en salle de traite. Par contre, la quantité de lait est bien remontée et les vaches ne retiennent plus leur lait. Si je peux donner un conseil, si c'était à refaire aujourd'hui, je commencerais déjà par contrôler l'état du sous-sol, de savoir si on a des failles, des veines d'eau sous le bâtiment. Je pense que ça a une énorme influence sur le comportement des animaux. Et puis vraiment de s'entourer des gens qui sont compétents dans ces problèmes, qui sont reconnus, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Et puis qu'il ne faut surtout pas lâcher, tant que la situation n'est pas en ordre, ne pas lâcher. Si je n'avais pas insisté, je pense que le problème ne serait pas résolu aujourd'hui. Donc il faut vraiment insister jusqu'à ce que ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Guyliane, on voit très bien dans le reportage toutes ces phases de recherche successives pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque pour les agricultrices et agriculteurs de se perdre un petit peu sur différentes pistes et puis différents intervenants ? Comment est-ce qu'on fait finalement pour savoir quels sont les outils à disposition ? C'est vrai que quand on a empoigné la thématique, c'est la première chose qui nous est remontée, c'est vraiment cette sorte d'errance, sans trouver de bons interlocuteurs, de bons professionnels. Donc on a mis tout un tas de choses en place, avec notamment la SCE, aussi le canton. Je pense qu'il est vraiment important de retenir pour un agriculteur, il y a 3 plateformes principales. La première, et je pense c'est la plus complète, c'est celle de la DIREN, donc la Direction de l'énergie, qui a mis en place toutes les informations nécessaires, que ce soit en lien avec la subvention, avec les checklists, aussi avec la liste des contrôleurs justement qui sont certifiés. Et puis une deuxième plateforme très importante qui est plus
technique informative, c'est celle d'Agripédia, qui a été créée par Agridea, et qui ici va plutôt donner des outils de l'ordre de comprendre un courant vagabond, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur une exploitation. Et puis finalement, le site internet de Prométer et les formations aussi dispensées par Prométer qui permettent de regrouper ces différentes informations et d'avoir un interlocuteur comme un conseiller agricole, par exemple. Donc aujourd'hui, on a quand même des pistes qui sont clairement identifiées. On imagine que ça aide aussi, Mathias, pour trouver des solutions qui ne sont pas trop complexes à mettre en place, parce qu'il y a aussi des investissements qui doivent être importants quand on doit régler ce genre de problématique, non? Alors, l'investissement premier, c'est de trouver le défaut, et puis d'où vient cette problématique. Et nous, dans le cadre de l'association, on a mis en place des formations pour aider les contrôleurs, parce que finalement, ça ne fait pas partie du cursus normal de contrôle et de formation. Et puis c'est pour ça qu'on a mis en place cette liste d'experts qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine-là. Laurent, on en parlait tout à l'heure, mais il doit y avoir aussi finalement cette solitude de l'agriculteur, peut-être, dans cette phase d'errance, dans un premier temps, et puis une solitude aussi, peut-être une incompréhension, et puis c'est cet argent qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Oui, grande détresse. C'est vrai qu'on essaye aussi, avec la Fondation ENI, d'accompagner les personnes et de trouver des solutions, mais ce n'est pas facile. On essaye aussi de faire du lobbying, parce que souvent les assurances ne prennent pas en charge ces coûts, ou après des très longues procédures. Donc il y a beaucoup à faire. Mais ce que j'aimerais vraiment insister, c'est ce qui est en train de se passer dans le canton de Vaud, et je m'en réjouis, c'est que les différents partenaires prennent leurs responsabilités, que les contrôleurs se forment, les installateurs électriciens se forment, que les agriculteurs aussi soient sensibles et recourent aux outils et aux subventions qui sont mises en place. Il y a une prise de conscience. Exactement. Et puis il y a un point qui est super important, je pense qu'il faut le mentionner, il y a un crowdfunding qui a été mis en place justement par la Fondation ENI pour aider les agricultrices et agriculteurs. Exactement. Donc, jusqu'à mi-juin, sur We Make It, vous pouvez vraiment contribuer à nous donner les moyens d'intervenir pour justement cette recherche, pour ce lobbying et puis pour ce soutien aux différents acteurs et aux personnes les plus concernées, évidemment, les exploitants concernés. Donc on peut dire qu'il y a une vraie volonté politique là, de résoudre cette problématique. Alors à la fois politique et aussi des différents acteurs, et je tiens à le saluer, en tout cas dans le canton de Vaud, je dois dire que tout le monde tire à la même corde et je m'en réjouis. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Il faut le souligner quand ça se passe bien aussi. Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on se penche sur la santé des abeilles, un autre sujet. Quand une colonie meurt, l'agriculture est souvent pointée du doigt. Mais les chiffres de 2025 racontent une histoire différente. Selon le rapport d'intoxication du service sanitaire apicole, sur 7 cas de mortalité massive analysés en 2025, un seul est une intoxication avérée. Et fait intéressant, ce n'est pas un pesticide agricole, mais un biocide. Mais quelle est la différence ? Les pesticides ou produits phytosanitaires sont utilisés en agriculture pour protéger les plantes. Les biocides, eux, sont utilisés hors agriculture et servent à protéger les humains, les animaux et les bâtiments contre des organismes nuisibles. Par exemple, anti-mouches, désinfectants, bois traités. Dans ce cas précis, ce sont des néonicotinoïdes interdits en agriculture, mais présents dans un appât à mouches contenant du sucre qui ont tué les colonies. Plus important encore, dans la majorité des autres cas de 2025, la cause n'est pas chimique, mais virale. Une charge virale élevée due à une infestation par le varroa, un acarien parasite, est responsable des pertes. Ces chiffres rappellent une réalité souvent oubliée. L'agriculture est trop facilement accusée à tort. La protection des abeilles est une responsabilité partagée. Les biocides doivent être utilisés prudemment par tous les professionnels, agricoles ou non. Alors il est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi certains produits interdits en agriculture, et dans ce cas-là dangereux pour les abeilles, restent-ils autorisés dans d'autres usages, Gillian ? C'est un peu contradictoire. C'est en effet un peu contradictoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des protocoles pour autoriser un produit. Et puis, lors de ces processus d'autorisation, en fait, on tient compte aussi de la dissémination de ces produits. Lorsqu'on va autoriser un produit phytosanitaire, donc plutôt pour un usage agricole, on sait que ça va être épandu sur de plus grandes surfaces. On ne peut pas comparer une exploitation agricole, plusieurs hectares, à un jardin privé. Bien sûr. Et puis, c'est cette
différence en fait qui va créer que certains produits qui ne sont pas autorisés pour l'agriculture le seront dans des usages privés et qui peut aussi créer des dérives car un utilisateur qui n'est pas très conscient de ce qu'il va utiliser comme produit peut aussi avoir un impact néfaste sur l'environnement. Laurent, est-ce que de ce fait, on peut dire qu'il y a un manque de sensibilisation pour l'utilisation de certains produits ? Alors absolument. Et je crois que chacun doit être responsable et s'assurer. Maintenant, il y a différents labels. Il y a aussi, avec des étiquettes et des applications, on peut lire finalement la dangerosité d'un produit, aussi savoir comment l'utiliser, parce que souvent on l'utilise, on prend des habitudes, on y allait plus ou moins ça. Non, je crois que vraiment on doit se responsabiliser les uns et les autres et pas se dire c'est le problème du voisin de l'agriculture. Comment faire ça se responsabiliser? Comment faire ça? Alors bien sûr, de nouveau, je crois que c'est un travail collectif. Vous y contribuez avec cette émission. Je pense que le politique et les différentes associations professionnelles ont aussi un rôle à jouer. Et puis surtout, je crois qu'aussi ceux qui vendent ces produits doivent beaucoup mieux mettre en évidence les dangers et la manière de les utiliser. Alors ici, dans le sujet, on a parlé de virus, on a parlé du fameux varroa. Pourquoi est-ce qu'il est devenu l'ennemi numéro 1 des abeilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est déjà un vieil ennemi. Ça fait depuis les années 80 maintenant qu'on a ce problème principal en Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le varroa, il est assez fourbe. C'est un parasite qui va venir se placer sur l'abeille et en fait, qui va lui donner différents virus et champignons. Et au-delà de ça, c'est aussi un parasite qui va se nourrir de tout ce qu'il trouve dans le couvain. Et du coup, c'est vraiment très difficile de s'en débarrasser parce qu'ils ont une reproduction qui est extrêmement rapide comparée à d'autres parasites. Donc, dès le moment où l'apiculteur en fait, constate qu'il est dans la ruche, dans la colonie, c'est déjà trop tard. Donc, c'est vraiment difficile de gérer sa présence. Alors, comment s'en protéger? Est-ce qu'il y a des moyens de le faire? Alors, il y a des moyens, mais il n'y a pas de moyens, on peut dire, qui est complètement efficace. Il y a différentes préventions qui peuvent être faites par l'apiculteur. Il y a aussi des traitements possibles. Le revers de la médaille, c'est lorsqu'on traite une ruche, on affaiblit la colonie et aussi on crée des résistances. Donc le mieux, c'est la prévention et puis espérer que cet ennemi s'en aille un jour. La prévention, ce serait quoi en 2 mots? La prévention, en 2 mots. Oui, pour éviter justement qu'ils arrivent, est-ce qu'il y a moyen de... Oui, alors c'est vraiment le contrôle. C'est d'être le plus souvent en présence de ces ruches, de pouvoir voir leur arrivée ou non, et puis de mettre en place des protocoles justement sanitaires en lien avec l'utilisation de différents produits, mais seulement au moment opportun. Allez, on va laisser les abeilles, on leur donne notre force et maintenant on parle de beurre. Voilà un produit phare de nos assiettes et de nos petits déjeuners, mais d'où vient-il et comment est-il produit? En route pour le Jura. Alors moi, le beurre, je l'aime au déjeuner avec d'autres produits laitiers comme du fromage, mais ce que j'affectionne particulièrement, c'est ma tartine au beurre avec de la confiture. Vous vous trouvez ici sur le domaine de la Courtine à Plaigne, au Jura, chez la famille Pape, où on produit du lait, on fait de l'engraissement et on produit également des céréales. Depuis 1949, mon grand-père est arrivé ici et avec mon frère, avec qui je suis associé, on est la 3e génération. Nous avons 120 vaches laitières sur le domaine. Nos vaches produisent environ 25 à 27 litres de lait par vache et par jour. Donc pour produire du lait, si on part de la naissance du veau, de la future vache laitière, vous prenez un veau race laitière, il faut l'élever. Ça devient du veau une génisse qui sera inséminé et qui fera son premier veau vers 26 à 28 mois, environ 2 ans et demi. À partir de là, ce sera une vache laitière qu'on traitera 2 fois par jour. Alors une vache peut donner du lait, peut être vache laitière jusqu'à l'âge de 12 à 15 ans. Sachant qu'elle fait un veau par année qui relance sa production laitière, elle fera peut-être au maximum une dizaine de lactations dans sa vie. Donc la traite, déjà, elle se passe 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Comme là, si on prend une traite du soir à cette saison, les vaches sont à l'extérieur, donc il s'agit de les ramener dans le bâtiment, les contenir devant la salle de traite. On a ce qu'on appelle une salle de traite sur 2 quais, 6 vaches à la fois. Ensuite, le procédé de traite, on applique ce qu'on appelle une mousse de pré-traite qui sert à humidifier les trayons de la vache, à décoller les éventuelles poussières. Ensuite, on essuie ces trayons avec du papier et après ça, on accroche le faisceau trayeur.
La vache se traite pendant la durée qui est nécessaire à une bonne traite. La machine est réglée, de telle manière que, aussitôt qu'il coule moins que 3 décis à la minute, la vache se décroche automatiquement. Donc c'est toujours le même procédé, la vache est habituée à ce travail de la machine. Et ensuite, avant de relâcher les vaches pour qu'elles viennent à la table d'alimentation ou vaquer à leurs activités dans la ferme, on applique encore un produit de traitement pour bien traiter la peau du treillon et assurer qu'il n'y ait pas de bactéries qui entrent dans le sphincter du treillon. Le lait est donc directement, pendant la traite, envoyé vers le tank à lait réfrigérant. Ce tank stocke le lait pendant 2 jours. Il le réfrigère directement entre 4 et 6 degrés. C'est très important que le tank soit réfrigéré et que le lait soit réfrigéré et brassé. Et tous les 2 jours, en général chez nous c'est à 9h30 le matin, le camion de la coopérative qui est notre acheteur de lait passe et pompe le lait du tank. Pour pouvoir livrer notre lait, donc pour pouvoir le mettre dans le commerce, on doit respecter les normes globales de qualité suisse. Et puis au niveau des teneurs, on doit respecter la norme standard qui est 4% de matière grasse et 3,3% de protéines. On produit ici du lait industriel, comme on l'appelle. En fait, c'est pas... Le mot industriel est peut-être mal choisi, mais c'est plutôt du lait qui est dévolu à l'industrie laitière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est produit, il est pris en charge tous les 2 jours par la coopérative Mou, chez nous, dont on est coopérateur. Il est déchargé dans l'industrie laitière et en fait, on ne sait pas vraiment à quel produit sera afféré notre lait. On sait que l'industrie laitière peut produire jusqu'à 2000 produits différents, tels que crème agafée, yaourt ou autres, et par exemple, bien sûr, du beurre. J'invite tous les consommateurs suisses à consommer des produits suisses, des produits qui sont de bonne qualité, puisqu'en Suisse, on a des normes très draconiennes, certainement les plus draconiennes au monde. Consommer des produits laitiers, bien sûr, et particulièrement du beurre. Consommer suisse, consommer local, consommer de qualité. Gillian, combien de lait est-ce qu'il faut environ pour produire une plaquette de beurre? Alors c'est assez impressionnant, donc pour 1 kg de beurre, il nous faut 22 litres de lait. Donc si on fait un rapide calcul, pour une plaquette de beurre de 200 grammes qu'on achèterait en magasin, c'est à peu près 4 à 5 litres de lait. C'est énorme. Sincèrement, je ne pense pas qu'on se rende compte de tout ce qu'il y a derrière. Et puis après, il y a cette question de la qualité du lait. Concrètement, qu'est-ce qui est le plus déterminant dans cette qualité? Parce qu'on parle de lait industriel, on parle de lait bio, il y a toutes sortes de lait, on ne se rend pas très bien compte, je crois. À mes yeux, il y a un peu 2 volets principaux lorsqu'on parle de qualité du lait. D'un côté, la qualité donc plutôt nutritive, nutritionnelle. Donc on veut un lait avec des bonnes teneurs de matières grasses, de protéines. Et puis une qualité qui est plus en lien avec l'hygiène. Donc des laits qui ont des cellules très basses, des bactéries très basses. Et ça va directement dépendre en fait du travail fait au quotidien par l'agriculteur. C'est vraiment tout un système qui est mis en place pour arriver à cette qualité suisse si bonne. Donc c'est très haut standard qui était mentionné dans le reportage et c'est un travail de longue haleine. Alors néanmoins, on sait que la Suisse est globalement autosuffisante en produits laitiers, en 2025 en tout cas. Malgré des volumes de production élevés, le beurre a continué d'être importé. Alors ça pose quand même une question, je me tourne vers vous, Laurent. Est-ce qu'il y a des mesures d'aide et comment expliquer ce paradoxe qu'on continue à importer du beurre alors qu'on a tout ce qu'il faut ici? Bon, le premier paradoxe, c'est chacun de nous, c'est déjà d'acheter suisse comme ça a été rappelé dans le reportage et je crois qu'on a notre part de responsabilité. Des produits de meilleure qualité et ça c'est important. Ensuite, le politique a sa responsabilité. Et c'est vrai qu'au nom du Parti socialiste, j'ai déposé une motion qui était soutenue, enfin un postulat qui a été soutenu par plus de 50 députés de tous bords, et c'est à saluer, demandant vraiment une stratégie pour trouver des solutions, pour pas qu'on attende le problème du lait, ça fait quelque temps qu'on le sent venir. On voit que ce marché ne rémunère pas suffisamment les producteurs. Donc là, il faut qu'on trouve des solutions. C'est normal que quand on travaille, on soit rémunéré pour ce qu'on produit. Les marchés sont faussés, mais à nous, politiques, citoyens, de trouver des solutions. Et on doit mettre des stratégies en place avec tous les acteurs de la chaîne, des clients aux producteurs, aux revendeurs,
Donc là, je me réjouis de travailler à cette stratégie avec les différents partenaires. Mathias, est-ce que vous avez la sensation, vous, peut-être en tant que consommateur, d'avoir conscience de l'impact des choix que l'on fait, notamment pour la filière laitière ? Alors, c'est vrai que quand on achète sa plaque de beurre, j'aime aussi le beurre, comme dans le reportage, j'aime beaucoup le beurre, on ne pense pas forcément à réfléchir à ce genre de situation, aux paysans qu'il y a derrière, et puis finalement les coûts derrière. Mais en tout cas, on essaye dans la famille de consommer, c'est surtout le beurre le plus naturel possible. Parce qu'il y a certains beurres qui sont mélangés avec des... Voilà, qui sont faciles à tartiner, mais qui sont... Des ingrédients qu'on aime peut-être moins pour notre Exactement. Et ça, on essaie de toujours trouver un beurre le plus naturel possible et local. C'est quand même un équilibre qui n'est pas facile à trouver, entre production locale, qualité, contraintes économiques, transformation industrielle. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la pérennité de cette filière, finalement ? De nouveau, je crois que c'est un peu tous les acteurs. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on importe énormément de lait en poudre, c'est que certaines de nos industries importent ce lait en poudre, alors qu'on, comme vous l'avez dit, on produit suffisamment. Et cette production laitière, elle est aussi nécessaire pour notre patrimoine paysager. On sait que sans vache, il n'y a pas d'alpage, donc il n'y a pas de fumure non plus, cette fumure naturelle. Il y a tout un cycle qu'on doit préserver. Donc encore une fois, consommons local, suisse, et puis... ayons vraiment cette stratégie avec les différents acteurs pour faire en sorte que notre production locale soit valorisée le mieux possible. Soyons des consomme-acteurs. Voilà. Alors, il est temps maintenant de retrouver notre rubrique consacrée aux labels agricoles. En tant que consommateur, c'est vrai qu'il est parfois difficile de s'y retrouver parmi la multitude de produits labellisés en magasin. Donc, nous accueillons chaque mois un représentant ou une représentante d'un label agricole. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Hofer sur ce plateau. Vous êtes membre du comité d'IP Suisse et vous êtes donc venu nous parler du label IP Suisse. Bonjour. Bonjour. Alors, ce label IP Suisse, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et quelle est la philosophie qu'il y a derrière ? Le label a été créé par des agriculteurs, c'est une association de base agricole pour produire des denrées alimentaires durables, promouvoir notamment la biodiversité, le bien-être animal, le respect des ressources écologiques et des ressources naturelles, tout en impliquant toute la filière, ça veut dire une rémunération correcte pour le travail fourni. Donc ça agit sur plusieurs niveaux. Donc on connaît presque tous, je pense, ce logo avec la petite coccinelle. Quand un consommateur choisit un produit IP Suisse, qu'est-ce que ça lui garantit par rapport à un produit qui n'a pas de label ? La coccinelle garantit un produit suisse, 100% suisse, avec une durabilité, notamment au niveau bien-être animal, de la biodiversité, mais aussi contrôlée et crédible de la nourriture. De la nourriture qu'il achète. En fait, exactement. Il achète une certaine confiance, quelque part. Oui, exactement, oui. C'est souvent présenté, IP Suisse, comme une voie du milieu, je dirais, entre l'agriculture conventionnelle et le bio. Est-ce que c'est une façon juste de décrire IP Suisse ? Oui, si on prend la partie agricole pragmatique de IP Suisse, mais avec des enjeux environnementaux, une amélioration environnementale et dans la production animale. Donc ça implique quand même des méthodes de production qui sont encadrées grâce à ce label. Oui, tout à fait. Il y a des catalogues, des points à respecter. À mettre en œuvre sur l'exploitation. Alors pour un agriculteur ou une agricultrice, qu'est-ce que ça change concrètement si on s'affilie à ce label ? Ça change qu'on se munit de nouvelles méthodes. Il faut être réactif, il faut se remettre en cause, essayer de trouver de nouvelles solutions pour produire une denrée de qualité tout en réduisant les intrants le plus possible. Donc les nouvelles méthodes, ça pourrait être quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils doivent changer, les agriculteurs ? On essaye toujours le moins de phytosanitaires, le moins d'engrais, se poser les questions comment investir à long terme pour essayer d'avoir une agriculture durable
Laurent voulait réagir en quelques mots rapidement. On vous écoute, Laurent. Oui, juste pour encourager les agriculteurs et les consommateurs à saisir cette opportunité d'IP Suisse, parce que les phytosanitaires et les engrais augmentent de prix, on sait avec la crise géopolitique qu'on vit, donc je crois que c'est le bon moment pour faire ce pas, tant pour l'agriculteur que le consommateur. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce plateau pour parler des courants vagabonds, du beurre, des abeilles et bien sûr des labels. Merci de nous avoir donné votre point de vue, d'avoir partagé vos idées, votre vision. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'Agriculture durable. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On parlera de pastoralisme. On va donc se promener dans les alpages. Ça sera beau. Venez nous voir. On sera content de vous accueillir. À très bientôt. Au revoir. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et paysans suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.